Game of Thrones. Miaou. Est-ce que vous aussi vous êtes déçu par le miaou? Miaou. Bonjour. Est-ce que vous aussi vous avez été déçu par la saison 8 de Game of Thrones? Moi, oui. Surtout à cause de la bataille de Winterfell, qui, bien que épique, présente la stratégie la plus nulle de l'histoire du cinéma. Pour comparer, même dans la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, on trouve de vraies stratégies. Dans cette vidéo, je vais analyser la bataille de Winterfell sur un plan militaire, mais surtout historique. Mais bon, en attendant, c'est générique. Game of Thrones est une série adaptée de la saga de livres de George R.R. Martin, Le Trône de Fer. C'est une série qui, à sa sortie, a eu l'effet d'une bombe au feu grégeois et qui a fait couler beaucoup d'encre entre la première saison et la dernière. Et ce, grâce aux théories, aux paris sur les prochains épisodes, mais surtout parce que n'importe quel personnage peut mourir à tout moment, même les personnages principaux. Ce qui a fait de cette série un sujet de discussion très populaire, surtout parmi les fans de la série. Mais je fais point à cette vidéo pour parler des Game of Thrones, car il y aurait bien trop de choses à dire. Mais en plus, le sujet de ma chaîne, ce n'est pas les séries, mais l'histoire militaire. Car en tant que passionné d'histoire, j'ai été choqué. Par quoi? Par les morts vivants? Oui, mais c'est surtout à cause de ce plan. C'est quoi ce plan de merde? Y'a rien qui va! Mais il est beau ce plan. Sombre, peut-être, mais il reste magnifique. Le plan stratégique, pauvre con! Avant de s'attaquer au plan de bataille, voici les forces en présence. Maison Stark, maison Karstark, maison Mormont, maison Targaryen, maison Greyjoy, maison Arryn, maison Royce, la fraternité sans bannière et le peuple libre, avec leur chef, Daenerys Targaryen, Jon Snow, Sansa Stark, Jorah Mormont, Vergris, Jaime Lannister, Beric Dondarrion, Tormund, Lyanna Mormont, Alice Karstark, Yohn Royce, Edison Talent, Brienne de Tarse, Theon Greyjoy et Connu, qui alignent tous 10 000 à 20 000 soldats nordiens et Targaryens, 2000 guerriers du peuple libre, environ 8000 immaculés, environ 10 000 Dothraki, 2 dragons, Drogon Irrégal, 2000 chevaliers du Val, un loup géant, fantôme, et un nombre inconnu de Fernés. Contre les marcheurs blancs, dirigés par le roi de la nuit, avec sa garde de 7 marcheurs blancs, qui alignent un nombre infini de morts vivants. Un dragon spectral, Viserion, qui a été ressuscité par le roi de la nuit après l'avoir tué, et quelques géants morts vivants au nombre précis inconnu. Passons maintenant au plan de bataille que la série Game of Thrones nous propose dans la saison 8. Voici la position des troupes. Devant le château, les cavaliers de Dothraki, juste derrière les catapultes et les trébuchets, qui se retrouvent en première ligne après que la cavalerie ait été décimée. Les Fernés qui ont derrière eux les Immaculés avec catapultes et trébuchets, à gauche les Chevaliers du Val avec derrière eux les Stark, à droite les troupes Stark et Sauvageons, planqués quelque part 2 dragons pilotés par Daenerys et Jon Snow, et derrière les murs quelques unités Stark
Effernée. Bran la corneille, qui se trouve au pied du barral, protégé par les Fernés, dirigé par Theon Greyjoy, et les civils planqués dans la crypte. En face, le roi de la nuit aligne, avec son escorte de 7 marcheurs blancs, une vague énorme de morts vivants avec des géants. L'armée est tellement grande qu'elle encercle presque Winterfell. Mais avant le début de la bataille, Winterfell a préparé ses défenses, que voici. Tranchées enflammées creusées autour du château, système de pièges, mais surtout l'arme qui leur a donné un avantage, le ver dragon, placé sur le mur, ainsi que des armes faites en ver dragon et des armes en acier valérien maniées par Brienne de Torse pour Féal, Jaime Lannister pour Pleurs de Veuve, toutes deux forgées à partir de glace, l'épée du défunt roi Eddard Stark, Grand Griffe manié par Jon Snow, la dague en acier valérien maniée par Arya Stark et des armes de siège, catapultes et trébuchets. Le plan central repose sur l'idée de tuer le roi de la nuit, car sa mort entraînerait celle de toute son armée. Bran, en tant que corneille à 3 yeux, est la cible principale pour le faire sortir. Les chefs ont aussi prévu un plan de repli. En cas de débordement, les forces doivent se replier à l'intérieur des murs de Winterfell, où des pièges et des défenses supplémentaires sont prévus. Dans ce plan, il y a des tonnes d'erreurs. Et la défense passive de Winterfell, face à l'armée des morts, comporte pas mal de défauts. Oui, une défense passive, ce sont les murailles, les fossés, les chicanes, les falaises, etc. Et une défense active, ce sont les machines de siège, les archers, etc. Les défenses passives de Winterfell auraient pu être bien meilleures, à commencer par le ver dragon qui n'est pas placé dans les créneaux pour bloquer tout ennemi qui passerait par là. Ils auraient pu gêner l'ennemi avec des obstacles divers afin de casser la formation ennemie. Et les tranchées auraient pu être bien plus larges et profondes avec des pieux armés de ver dragon. Cela aurait détruit pas mal de marcheurs blancs sans trop d'efforts. Parlons des unités, à commencer par la cavalerie. Sur le plan historique, dans aucune bataille un général n'a utilisé la cavalerie de cette manière, surtout face à une armée supérieure en nombre. Et les Dothraki ne sont pas une troupe de choc. C'est plus de la cavalerie légère. Mais même s'ils avaient été mieux équipés, cela n'aurait rien changé face à une armée aussi grande et qui ne craint rien. Alors c'était quoi le but de cette charge? Tuer tous les Dothraki? Vraiment? Alors c'est une belle charge, c'est sûr. Mais elle est absurde face à une armée aussi grande et qui ne craint pas la peur, car ce sont des morts vivants, tout court. La bonne façon d'utiliser la cavalerie aurait été de les faire harceler l'ennemi avec plusieurs charges sur les flancs de l'armée des morts. D'harceler l'ennemi à distance avec les archers montés, de le placer en réserve quelque part loin de la bataille, ou de les faire descendre de cheval pour grossir l'infanterie. Ces stratégies ont fait leur preuve durant l'histoire des guerres. La tactique d'harcèlement a été utilisée à la bataille de Falkirk en 1298 contre les Écossais de William Wallace. L'harcèlement à distance a été utilisé par les Mongols. Placer une réserve comme à la bataille de Bouvines le 27 juillet 1214 est aussi très efficace pour gagner une bataille.
Et sinon, pendant un siège, utiliser des cavaliers pour augmenter le nombre d'hommes à pied pour défendre un château est rare, mais a déjà eu lieu comme au siège de Jérusalem en l'an 1187, où Balian arme tous les hommes valides, y compris les chevaliers survivants. Chevaliers qui sont obligés de se battre à pied afin de défendre le château, mais restant quand même des chevaliers, ils sont de vrais fantassins d'élite. En bref, il y avait bien d'autres moyens d'utiliser la cavalerie que de les faire entrer dans la gueule du loup. Et l'infanterie qui est placée à l'extérieur des remparts. Avant de faire cette vidéo, je pensais que c'était un délire du cinéma hollywoodien, comme par exemple avec le film 3, mais c'est une tactique très courante au Moyen-Âge, comme avec le siège du château Gaillard entre 1203 et 1204. Les défenseurs ont installé des troupes en avant des remparts dans des positions avancées pour gagner du temps avant le repli dans le cœur du château. Ou le siège d'Orléans entre 1428 et 1429, les forces de Jeanne d'Arc ont souvent mené des contre-attaques en dehors des murs et les défenseurs eux-mêmes plaçaient des troupes dans les bastions avancés ou devant les portes pour empêcher les Anglais de s'approcher trop près. le but de la tactique est de Repousser les sapeurs et mineurs. Les assiégeants essayaient souvent de miner les murailles, creuser en dessous pour les faire s'effondrer. Avoir de l'infanterie en bas permettait de les harceler, repousser ou tuer les ouvriers ennemis. Quand un bélier ou un trébuchet ouvrait une brèche dans le mur, les défenseurs envoyaient rapidement des troupes à pied devant pour boucher la brèche au corps à corps, souvent avec des pieux plantés en hâte, boucliers et pieux, ou créer une première ligne d'engagement. Avant que l'ennemi n'atteigne le mur, il devait affronter les soldats dans la cour extérieure ou à l'extérieur du fossé, ce qui retardait l'attaque et offrait du temps aux archers et arbalétriers sur les remparts pour faire leur boulot. Et les portes étaient bien souvent la cible principale des assiégeants au Moyen-Âge, étaient défendues à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, avec de l'infanterie devant pour freiner les béliers et bloquer les troupes dans les étroits passages, à la façon 300 Spartiates à la bataille des Thermopyles. mais risqué, car les troupes devaient se replier vite en cas de danger, sinon elles étaient coincées. Si elles étaient trop nombreuses dehors et que les portes se faisaient enfoncer ou bloquer, ça pouvait mener à un effondrement de la défense. Et c'est là tout le problème avec le placement de l'infanterie. C'est que l'ennemi est bien trop nombreux pour être ralenti par de l'infanterie. Il aurait fallu placer l'infanterie sur les murs ou derrière, ainsi l'ennemi aurait eu plus de mal à massacrer les armées de Winterfell. Les cas où des châteaux ont résisté avec peu d'hommes ne manquent pas, comme avec le siège de Châtillon-sur-Seine en 1430 où seulement, tenez-vous bien, non, tenez-vous mieux, 30 hommes ont tenu contre une armée de la Ligue anti-anglaise. Ou bien le siège du château de Rochester en 1215, première guerre des barons où quelques centaines de barons rebelles ont résisté face à l'armée de Jean sans Terre. Oui, dans Game of Thrones, il y a quelques catapultes et trébuchets, placés devant les murailles du château et en première ligne derrière la cavalerie, pour au final ne tirer que quelques boulets enflammés trop tard et au même moment que la charge de cavalerie alliée. C'est d'une stupidité
absolue. Et ils ne tirent plus du tout après la charge de cavalerie. Ce qui est une bêtise sans nom. Historiquement, les engins de siège ou de contre-siège, comme ici, sont placés à l'arrière pour tirer en cloche. Avec le trébuchet, il aurait suffi de les faire tirer en cloche, comme avec le siège de Constantinople de 1204 et 1453, ou bien le siège de Stirling en 1299. Pour les catapultes, au Moyen-Âge, on n'en utilisait juste pas. Ce qui la classe dans la catégorie les armes. J'ai un peu trop gueulé ça, non? Mais de Game of Thrones, il y a des catapultes. Or, dans l'Antiquité, on utilisait beaucoup les catapultes pour la défense de villes fortifiées. Et les machines de siège, catapultes, mais aussi d'autres machines de siège étaient placées sur les remparts. Comme avec le siège de Rhodes en 305 avant Jésus-Christ, ou le siège de Syracuse entre 214 et 212 avant Jésus-Christ. Donc, les catapultes auraient dû être construits sur des plateformes pour les supporter. Et dès le début de la bataille, les trébuchets et catapultes auraient dû faire un feu nourri depuis l'arrière, et ne s'arrêtant qu'à court de munitions. Eh oui. Bref, en aucun cas comme dans la série. Les archers sont bien utilisés. Ils sont sur les murs, sauf pour les archers fernés qui protègent la corneille à 3 yeux. Mais sinon, ils sont juste là où il fallait. Pas besoin d'exemple historique, les archers ont toujours été utilisés de cette façon. Mais les flèches enflammées en revanche, c'est non. Si vous allumez une bougie et que vous la jetez dans le jardin, elle n'enflammera rien, car la flamme s'éteindra en route. Donc les flèches enflammées, c'est non. C'est historiquement faux. Mais bon, on est dans Game of Thrones, donc à la limite, ça passe. Les dragons. Alors oui, les dragons n'existent pas. Enfin, selon la légende. Alors oui, les dragons n'existent pas. Mais ce qui existe en revanche, ce sont les tactiques du pilote de chasse. Si au début les dragons sont bien utilisés contre le roi de la nuit monté sur son dragon, ils auraient pu piloter comme de vrais pilotes de chasse. Durant la Première Guerre mondiale, Oswald Bölke crée le Dictat Bölke. Ce sont les premières règles du combat aérien, rédigées en 1916 par le capitaine Oswald Bölke, l'un des tout premiers pilotes de chasse de l'histoire. C'est le tout premier manuel tactique aérien jamais écrit. Il y établit 8 règles de base pour survivre et vaincre dans un combat aérien. Le parent rouge, que Bölke forma personnellement, a suivi ces règles à la lettre et les a enseignées à son tour à ses pilotes. Notre pin-up du jour vous présente les 8 règles fondamentales du Dictat Bölke. Bonjour, je suis Angèle, votre pin-up du jour, prête à vous dévoiler les 8 règles des As du ciel. Règle 1. Gardez si possible le soleil derrière soi pour ne pas être vu. Règle 2. Ne jamais interrompre une attaque. Un avion en fuite fait une cible facile. Règle 3. Tirez seulement quand l'adversaire est à bonne portée pour ne pas gaspiller de munitions. Règle 4. Ne pas quitter l'adversaire des yeux et ne pas se laisser duper par des ruses. Règle 5. Attaquer l'adversaire par derrière pour le surprendre à 6 heures. Règle 6. En cas d'attaque, voler vers l'adversaire pour le forcer à se mettre sur la défensive. Règle 7. En cas de vol au-dessus des lignes ennemies, toujours conserver son itinéraire de repli. Règle 8. Attaquer en groupe, chaque appareil se concentrant sur un adversaire.
Ces 8 règles vous ont été présentées par le général de l'armée de l'air de l'Empire, Louis Lafayette. Et voilà, pilote. Vous connaissez désormais les 8 règles du dictabolk. Respectez-les, et vous remporterez la victoire dans les airs. Que ce soit aux commandes d'un cockpit, ou sur le dos d'un dragon, suivre ces règles fera de vous de véritables pilotes de chasse des as de l'aviation. Maintenant, je vais aller binge-watcher toute la série Game of Thrones aux côtés du général de l'armée de l'air de l'Empire, Louis Lafayette. Chevalier, pilote, soldat du ciel, abonnez-vous à la chaîne de l'empereur Louis Lafayette, et venez agrandir son armée d'abonnés. Bisous, et à très bientôt dans les airs. Alors oui, aucun personnage de Game of Thrones n'est un vrai pilote. Donc, c'est pardonnable. Par contre, ce qui l'est moins, c'est que les 2 dragons prennent la fuite, alors que leur mère, Daenerys, est toujours en danger, et qu'ils auraient été fort utiles pour allumer les tranchées et continuer de brûler les marcheurs blancs. La corneille à 3 yeux fait partie de l'intégralité du plan, qui consiste à attirer le roi de la nuit dans un piège. Mais à part piloter à distance des corbeaux, il aurait pu faire bien plus, comme rappeler les dragons en fuite et les utiliser pour causer des pertes chez les morts vivants, ou bien ils auraient pu avertir les défenseurs sur les futures brèches, comme la porte défoncée par le géant, ou bien il aurait pu donner des informations heure par heure sur la situation. Car la maîtrise de l'information fait gagner des batailles. Comme avec la bataille de Midway en 1942 face aux Japonais. Parce que les Américains ont craqué les codes japonais grâce à leurs crypto-analystes de la station Hippo et ont découvert que AF désignait Midway. Une bataille gagnée avant même qu'elle ne commence. Juste parce qu'ils ont su attendre l'ennemi afin de lui tendre une embuscade. Une bataille gagnée d'avance juste parce que les Américains ont su attendre les Japonais au bon moment et au bon endroit afin d'avoir la victoire. Ou l'opération Ultra. Les services secrets britanniques ont réussi à décrypter la machine Enigma, ce qui a permis aux forces alliées de lire les messages codés allemands, ce qui leur a permis de sauver du matériel et surtout des vies et d'avoir des victoires militaires face à l'armée allemande en anticipant les mouvements de troupes. Bran aurait pu faciliter la bataille en donnant des informations ou en pilotant l'un des 2 dragons à distance. Et les civils, dans toutes les guerres, ce sont eux qui souffrent le plus. Et on pourrait penser que les placer dans les cryptes est une bonne idée, mais Bran aurait dû le savoir pour les morts qui allaient se relever pour massacrer tous les civils et les placer ailleurs, hors du champ de bataille, loin au sud, avec juste quelques éclaireurs pour avertir les civils de la situation à Winterfell, aurait été bien plus prudent, car en cas de défaite, c'est le massacre assuré, et mieux vaut avoir Cersei comme menace plutôt que le roi de la nuit. Les exemples sont rares. Mais au Moyen-Âge, il y a eu des exemples de civils évacués avant le début de la bataille. Comme avec le siège de Béziers en 1209, croisade des Albigeois. Avant l'arrivée de l'armée croisée, certains habitants non cathares ont fui la ville, sentant que la situation allait dégénérer. Malheureusement, ceux restés à l'intérieur ont été massacrés lors de la prise de la ville, ou alors la chute de Constantinople en 1453, l'Empire byzantin. Dans les derniers jours avant l'assaut ottoman, des groupes de civils ont été discrètement évacués par mer, notamment des femmes et des enfants, grâce aux derniers navires génois
et vénitiens dans le port. Ou au siège de Carcassonne en 1209, encore durant la croisade des Albigeois. Raymond Roger Trencavel, le seigneur des lieux, fit sortir certains habitants par une porte arrière avant de capituler. Il savait que les croisés n'auraient aucune pitié. Ou alors pendant l'invasion viking, le 9e siècle et le 11e siècle. Pendant les raids vikings, les paysans et villageois étaient souvent prévenus par des guetteurs ou des cloches. Ils se réfugiaient dans des mottes castrales fortifiées, des monastères transformés en refuges ou fuyaient dans les forêts. On n'appelait pas ça évacuation organisée, mais c'est clairement de la fuite préventive. Bref, évacuer les civils aurait été bien plus humain que de les garder à portée d'une armée de monstres. En résumé, la bataille de Winterfell est un cas de ce qu'il ne faut surtout pas faire pour défendre un château. Même si c'est juste pour les pics, mais des batailles épiques avec des stratégies et des tactiques logiques, je pense surtout au Seigneur des Anneaux, cela existe. Pensez à la bataille du gouffre de Helm. Théodème a placé toutes ses troupes dans le château et non en extérieur, ou bien la bataille de Minas Tirith où les trébuchets ont tiré sans s'arrêter. Même si au début ils n'ont pas tiré, mais c'est la faute de Denethor, car sinon ils auraient tiré plutôt avec un intendant sain d'esprit. Ou bien le siège du château de Rochester dans le film Le sang des Templiers, qui montre un siège gagné avec peu d'hommes et une catapulte, contre une armée bien supérieure en nombre. Ce qui prouve qu'on peut filmer une bataille épique tout en restant intelligent. Pourtant, la série nous a habitués à des batailles avec de vraies stratégies qui marchent, comme par exemple le piège de Robb Stark à la bataille du bois au murmure, saison 1. Il divise son armée pour tendre un piège en envoyant une petite force comme un parent pour attirer Jaime Lannister, tandis que le gros de ses troupes attend en embuscade. Ou bien la bataille de la Nera, qui est un exemple de stratégie, car grâce à Tyrion Lannister, le feu grégeois a détruit une grande partie de la flotte Baratheon. Il a aussi organisé les archers, a redonné le moral aux troupes avant une sortie audacieuse par un tunnel secret pour attaquer les troupes de Stannis par le flanc, ciblant leur bélier qui menaçait la porte principale. Tyrion a donné le temps au renfort d'arriver à temps. Pour conclure, la bataille de Winterfell n'aurait pas été moins épique avec une stratégie plus intelligente. Au contraire, elle aurait contribué à finir correctement la saison 8 de Game of Thrones. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, ou pas, je vous invite à liker, commenter ou partager et à vous abonner afin de rejoindre les rangs de mon armée. Soldats, rompez!
attendant, c'est générique. Yeah! Ça fait là, ça. Mais bon, en attendant, c'est générique. Voilà, j'ai fait. Enfin, mais bon. 3, 2, 1. Mais bon, en attendant, c'est générique. Yes! Il y a quelque chose, C'est quoi ce plan de merde? Y'a rien qui va! Parfait. Du punch. À côté de se demander qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi ce plan de... 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Oh! Allez, action. C'est quoi ce plan de merde? Y'a rien qui va. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, les catapultes auraient dû être placées sur des plateformes pour les supporter. Donc, les catapultes auraient dû être construites sur des plateformes pour les supporter. Donc, les catapultes auraient dû être construites sur des plateformes pour les supporter. Alors, en gros, pareil, même dans la trilogie de Peter Jackson et même le Hobbit, on trouve de bien meilleures stratégies. Et action. Pour comparer, même dans la trilogie de Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux, on trouve de vraies stratégies. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, ou pas, je vous invite à liker, commenter ou partager et à vous abonner afin de rejoindre les rangs de mon armée. Soldats, rompez! En fait, voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, ou pas, n'hésitez pas à liker ou disliker ma vidéo, à commenter, partager et à vous abonner afin de rejoindre mon armée. Soldats, rompez! Parfait? Parfait. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner afin de rejoindre mon armée si ce n'est pas déjà fait. Soldats, rompez! Enfin, un peu, dernière fois. Non, c'est bon, ça fait.